Bonsoir. On va démarrer la soirée. Donc, une petite présentation déjà du cycle de conférences enseignement. Donc, c'est un cycle qui a été l'occasion pour nous d'inviter des personnalités qui sont externes ou internes à la faculté et qui sont fortement engagées dans le domaine de l'architecture. La sélection s'est faite de façon à ce que ce soit essentiellement des architectes praticiens qui ont vraiment qui mènent vraiment leur activité d'architecte en agence et qui sont en parallèle enseignants du projet et qui opèrent des croisements entre leur enseignement et leur pratique. Alors on a invité 3 bureaux d'architecture, donc il y aura 3 conférences. Donc la première c'est VVV, ils sont là. La seconde ce sera V+, et puis la troisième ce sera Apractis. Alors c'est un hasard, mais c'est des bureaux qui ont toujours été fondés par des pairs. Ils sont chaque fois 2 à la tête du bureau, parfois c'est des couples, parfois pas. VVV, il y a aussi, c'est pas vraiment un hasard, mais c'est aussi tous les bureaux bruxellois. Donc ils sont implantés à Bruxelles. Et donc, comme l'a dit Jasmine, la particularité, c'est que chacune de ces pairs enseigne. Alors, il y a des enseignants qui sont très proches de nous. Guillaume enseigne ici, vous le savez, il enseigne aussi à Louvain-la-Neuve. Il y a des personnes invitées qui sont un peu plus éloignées, mais qui sont encore dans la faculté. C'est le cas des 2 personnes qui forment le bureau Apractis, donc Vincent Pirou et Cécile Chanviard, qui enseignent à Loki Bruxelles. Et puis il y a des personnes qui sont un peu plus éloignées de nous. Donc il y a Nicolas Wilmet, il enseigne à l'U-Liège. Et puis les 2 personnes de V+, Thierry de Kuyper enseigne à l'ULB, à Bruxelles. Et Jorn Bien, il enseigne à l'U-Liège avec Nicolas. Voilà, donc tout ça est un petit monde en soi. Alors VVV, quand on doit présenter un bureau d'architecture, on va un peu voir leur Instagram, mais ils n'en ont pas. Et puis on va voir leur site internet, mais en fait il y a 3 phrases qui présentent le bureau. Et donc on est un peu embêté parce qu'on manque de ressources et puis on se dit mais VVV en fait c'est quoi? Ça vient d'où? Est-ce que ce serait la fameuse formule de Jules César? Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu? Sans doute que non. C'est sans doute simplement leurs initiales, donc Nicolas Wilmet, W, Guillaume Vanest, V, et puis on les met ensemble, ça fait VVV. Ce qui est pas mal, c'est qu'on ne sait pas lequel est le premier et lequel est le deuxième. Donc j'imagine que ça vient de là, on leur demandera après la conférence. Alors ils ont été courageux parce que c'est les Benjamins en fait, c'est les plus jeunes de tous les bureaux qu'on a invités. Ils ont été prévenus assez tard, il faut le dire, ils ont accepté assez tard. Et ils ont accepté quand même de passer en premier, donc de se jeter à l'eau. Il y a une phrase quand même de présentation de leur bureau qui dit ceci. VVV réalise des projets d'architecture, d'urbanisme et d'espace public. Et donc ça c'est pas mal parce que quand même ça montre un champ assez élargi. On ne fait pas que de l'architecture, on fait aussi des espaces publics. Et donc il y a fort à parier que la présentation parlera d'édifices, d'architecture et d'édifices, mais aussi très certainement de paysages. Voilà, je leur laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. Merci Jasmine et Martin pour cette introduction. Donc merci beaucoup aussi pour l'invitation. On est très honorés de pouvoir d'être ici devant vous et de pouvoir vous présenter un peu une partie de notre travail et de notre approche et ne pas vous révéler ce que veut dire VVV. Alors donc VVV quand même, donc on est un bureau depuis 2015, on a fondé le bureau, donc tous les deux, Guillaume et moi-même, on a un parcours qui est un peu similaire. On est tous les deux ingénieurs architectes de formation de Louvain-la-Neuve, donc aussi de Loki. Et on a tous les deux fait nos armes en Suisse, qui est un pays quand même assez renommé pour son savoir-faire en termes d'architecture et de chantier. Et donc c'est vrai que ça a eu cette double approche ingénieur-architecte suisse a quand même forgé notre identité et
notre savoir-faire. Et surtout aussi, VVV, ce n'est pas que nous deux, c'est aussi des collaborateurs qui travaillent avec nous et qui font en sorte que les projets qu'on va vous montrer aujourd'hui sont aussi des projets qui sont réalisés. Donc voilà, un travail de bureau, c'est aussi un travail collectif. Alors notre particularité, comme ça a été effectivement énoncé, c'est qu'on est aussi tous les deux enseignants. Donc avec Guillaume, je pense que certains d'entre vous le connaissent. Donc elle est enseignant ici à Tournai. Moi-même, je suis enseignant à Liège. Alors Calatrava ou Cloisonnard, je voulais choisir. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est ce qui fait un peu notre particularité, notre approche, c'est que tous les deux, on a ce pied dans l'enseignement. Et on ne peut pas dire que les deux pratiques ou les deux mondes sont indifférents l'un de l'autre. Au contraire, ils percolent, ils se touchent, et ils se côtoient. Et c'est peut-être qu'on va essayer aussi de montrer un peu ce soir. Donc, notamment, on peut dire notre approche, comment justement elle rentre en résonance avec ces thèmes. C'est qu'on a une certaine affection, en tout cas, pour les croisements entre les échelles, entre travailler les tout petites choses, les petits objets, mais aussi ces petits objets qui peuvent trouver un lien, un rapport avec une grande échelle, avec quelque chose qui dépasse ces petits objets. Donc ça, c'est un intérêt qu'on développe fort dans notre pratique. Mais également, justement, dans cette pratique, c'est parfois ce grand écart entre une approche théorique, une approche pédagogue, une approche d'enseignement, mais aussi une approche concrète sur le chantier, sur le terrain, où à un moment, il faut décider qu'on coule le béton à gauche ou à droite, et puis le béton, il est coulé. Et enfin aussi, un de nos intérêts qu'on espère aussi peut-être essayer de communiquer ce soir, et qui, pour les étudiants, je pense que c'est quelque chose qui est toujours un moyen qui est intéressant, c'est la question de la représentation aussi, et comment à un moment la représentation, c'est un moyen de faire du projet, c'est un moyen de communiquer le projet, et c'est un moyen de formaliser le projet. Alors, ce soir, on va vous présenter plusieurs encarts donc, qui concernent un peu notre pratique, justement, pour vous donner un petit peu le panel de ce qu'on fait. Donc, le premier projet que je vais vous présenter, c'est le projet de 4 pocket parks. Donc, on a intitulé Laboratoire d'espace public. Et donc, voilà, c'est un peu mieux. Effectivement, il s'agit plutôt d'un projet d'espace public. Donc on est à Laken, à Bruxelles, donc c'est une des communes de Bruxelles, le long des voies de chemin de fer. Donc à la base, il s'agit d'un projet qui rentre dans un contexte qui s'appelle les contrats de quartier, les contrats de rénovation urbaine. Donc c'est la région qui s'allie avec les communes pour rénover des parties de la ville qui sont souvent en friche, qui sont souvent pas des parties développées. Et qui essayent de régénérer ainsi des bouts de ville et des bouts de quartier. Donc ici, les parties et les parcelles qui nous concernaient, c'est des parcelles le long du chemin de fer, des parcelles qui ont une certaine qualité ou qui sont plutôt en revers a priori, donc des choses qui n'intéressent pas les gens pendant un moment, et puis on décide d'en faire quelque chose. Et donc ce projet, il est aussi, comme il est le long des voies de chemin de fer, il était très très complexe, parce qu'en réalité, il implique des tas d'acteurs. Il y a la commune, il y a la région, mais il y a aussi Infrabel, la SNCB, les services de gestion, les services d'entretien, les services d'espace vert. Et donc, pour un tout petit projet, qui s'appelle Pocket Park, vous l'avez compris, c'est pas un très gros projet, donc ça impliquait une série d'acteurs qu'il fallait aussi mettre autour de la table. Et en réalité, c'était aussi notre première, j'aurais dû le dire en premier, mais c'est notre première commande publique. Et donc, c'est vrai que c'était pour nous une forme aussi de laboratoire un petit peu de comment... en étant, on va dire, jeunes architectes, aborder cette question d'un projet pour des espaces publics, pour des institutions publiques. Alors ce projet, on ne l'a pas fait seul. On était toute une équipe pour ça, notamment avec le bureau de paysagistes Bloc Paysage, donc avec qui on a vraiment travaillé main dans la main. Donc on est à Laken, ici on voit le site, donc si certains connaissent un petit peu Bruxelles, on peut reconnaître le canal ici. On voit cet grand espace vert ici qui n'est pas un parc mais qui est le jardin du roi, il a de la chance. Et puis on voit ce tissu bruxellois qui est morcelé par une série d'infrastructures, par des rues, par des grandes choses, par des petites choses. J'y reviendrai. Donc le projet lui-même, là on a la même vue ici aérienne, mais on zoome sur un format axonométrie ici qu'on a choisi pour représenter en fait les 4 sites, les 4 pocket parks qui étaient donc la base de notre intervention.
et qui se situe le long du chemin de fer, donc dans des espaces plutôt en revers et plutôt en friche. Ils avaient chacun leur particularité, mais on a essayé aussi de trouver des espèces de thématiques communes voilà, pour essayer de faire ce projet. Alors on a aussi utilisé une démarche un peu pas forcément banale ou pas forcément habituelle, on va dire plutôt. Donc c'était aussi à la base dans la demande, donc il était demandé de travailler aussi ces objets, ces quatre petits pocket parks avec les habitants et d'en faire aussi des projets qui peuvent associer les futurs habitants de quartier, les futurs usagers de ces petits parcs pour en faire comme des petits équipements de quartier. Donc on a essayé d'aborder plusieurs méthodes pour aborder ce projet. Et donc une première méthode, c'était explorer un peu ces sites, puisque c'était des friches, puisque c'était des sites un peu en revers. Il y avait parfois des endroits où en fait personne n'allait. Et voilà, ici, c'est peut-être une référence que vous connaissez, donc c'est Robert Smithson, qui est un photographe artiste américain qui, dans les années 60, s'est intéressé à Passaic, donc qui est la banlieue, je pense, de l'État de New York. Et donc dans lequel il s'est baladé avec son appareil photo et puis il a fait des photos un peu de choses complètement anodines, mais justement en les prenant en photo, il en fait aussi des objets qui deviennent le sujet principal en fait de ces choses-là. Donc on voit ici des ponts abandonnés, des vieux embarcadères, voilà, tous ces objets qui font des traces, des ruines, des vestiges d'une histoire qui est passée et qui n'est plus là. Et donc dans les pocket parks, on a essayé aussi d'avoir un peu cette même attitude, un peu d'explorer les choses, d'arpenter les choses, de regarder aussi avec un œil curieux des choses qui existent et qui sont déjà là, qui étaient avant nous, et sur lesquelles peut-être on pourrait à un moment appuyer et faire notre projet. Donc là ici on voit donc cette exploration où on est le bout d'un quai qui finit un peu de manière bizarre, une végétation assez luxuriante, puis à un moment sur un autre site des anciennes pilastres qui sortent de la végétation. Des chemins, voilà, excusez-moi, des chemins de chèvres ici qui partent et qui filent dans cette végétation luxuriante. Donc, de ce premier état, on a fait un peu une espèce d'inventaire de choses qui étaient là, qui étaient existantes. Deuxième étape, deuxième chose qu'on a fait, on a impliqué aussi à un moment les habitants dans ce processus de projet, dès le début, pour faire exister ces lieux qui, comme je l'ai dit, étaient plutôt en revers. Et donc on a impliqué ici, ça a commencé par une petite promenade où on avait fait quelques installations pour révéler l'existence de ces sites. Et puis ça a été aussi un petit peu plus loin, où on a vraiment, même sur un des pocket parks, c'était un choix qu'on a fait, c'est-à-dire que ce n'est pas nous qui allions faire le projet de cet espace, mais c'était plutôt l'idée d'impliquer les habitants dans le projet et dans le processus de réalisation d'un espace public. Alors pourquoi on a fait ça ? C'est aussi, encore une fois, c'est plutôt une démarche un peu laboratoire. C'est dans l'idée aussi de se dire qu'à un moment, la question de gestion des espaces publics, elle est très aussi, elle implique beaucoup d'éléments. Ça veut dire qu'à un moment, il faut qu'il y ait des espaces verts qui s'occupent de ces espaces, il faut qu'il y ait une gestion qui soit mise en place. Et donc aussi, en termes de gestion dans la ville, on peut se dire aussi qu'à un moment, les espaces publics, ils pourraient être autogérés. Il pourrait être aussi que les gens soient impliqués et les gens trouvent aussi leur marque pour en faire leur espace à eux, leur espace commun à eux. Donc c'est un peu l'idée qu'on a essayé de mettre en place. Alors évidemment, c'est des prémices, il n'y a pas encore... voilà, ça s'est fait, on le voit ici sur les images, mais c'est des choses en tout cas qui nous interpellent et qui nous questionnent dans les projets sur lesquels on travaille. On a aussi, pour la petite anecdote, fait d'autres méthodes de gestion de ces espaces verts où on a mis des chèvres pour venir brouter les espaces verts pour éviter qu'on passe des tondeuses. Donc une fois qu'on a entamé ces processus et qu'on a fait exister ces choses-là avec les habitants, ce qu'on a aussi fait, c'est qu'on a nommé ces espaces, on leur a donné un nom puisqu'ils n'existaient pas. La première chose pour les faire exister, c'est de leur donner une identité. Donc il y a ces quatre sites ont trouvé ainsi une forme d'identité. Et donc ces quatre sites ont commencé aussi à exister dans l'imaginaire des habitants. Voilà. Donc ces quatre sites, comme je l'ai dit, le long de la voie ferrée, et aussi, j'y reviendrai plus tard, le long d'une future piste cyclable qui était aussi, qui est vouée à relier aussi les sites entre eux. Donc les quatre sites, si je les détaille un peu, pardon. Le premier donc s'appelle La Terrasse. Donc il s'agit en fait d'une dalle qui se situe sur une station de métro et de train.
Et cette dalle, elle est en lien avec des nouveaux logements qui vont être construits ici. Donc c'est un double espace en réalité, c'est un parvis des logements, mais c'est aussi un petit parc à l'arrière, le long des voies de chemin de fer. Et donc tout à l'heure, vous avez vu la photo du quai qui était inachevé. Eh bien, justement, dans cette histoire d'exploration, on a décidé de continuer ce quai pour offrir un espace aussi aux voyageurs du train qui se baladeront le long du quai et iront profiter ici du parc en intérieur d'îlot. Le deuxième espace, c'est le vallon. Là, on est vraiment sur un petit coteau des voies de chemin de fer. Donc là, on a décidé plutôt d'en faire un petit chemin exploratoire, aussi pour les habitants, aussi pourquoi pas pour les animaux. De dire qu'à un moment, le parc aussi, ça peut être quelque chose qui est aussi laissé à la nature et pas uniquement aux humains. Le troisième espace, donc on a appelé le jardin station, donc c'est l'espace que vous avez vu tout à l'heure, donc qui était vraiment le laboratoire travaillé avec les habitants du quartier. Et enfin, le quatrième espace s'appelle la halte, car elle se situe en face de la halte, l'ancienne halte royale. Je vais expliquer un petit peu. Donc au bord du canal, qui est lui donc un parc qui est le plus ouvert, on va dire, sur le reste de la ville. Donc ce site, je le détaille, car le chantier est terminé et je vais pouvoir vous montrer quelques photos de ce projet. Donc on voit ici le canal qu'on a vu tout à l'heure et on voit cet espace vert qui est donc le bout du jardin du roi, qui jouxte ici le canal et la voie de chemin de fer. Et donc il s'agit de cet espace qui était donc un talus surélevé qui accueillait auparavant les anciennes voies de chemin de fer. On voit encore 2 anciennes pilastres ici. Et donc était un talus surélevé qui n'était pas accessible et dans lequel il y avait certaines ruines ou certains vestiges. Et notamment ce talus donc, qui fait face à la halte royale. Donc pour la petite anecdote, Léopold II avait la chance et le privilège d'avoir une petite gare qui lui permettait de descendre de son train et d'accéder directement à son jardin et donc à sa propriété. Et cette halte est toujours là, mais maintenant évidemment elle n'est plus utilisée par le roi pour descendre dans son jardin, mais elle est là en face de notre site. Et par contre, par chance ou par hasard, il y avait sur le site qu'on devait donc rénover une petite aubette, qui était sans doute une aubette technique qui avait été installée par la SNCB. Mais dont ces petites aubettes en béton, dont le béton était encore de qualité, donc était sur notre site. Pardon. Voilà ici donc la maquette du projet, qui est, peut-être je peux le dire en toute honnêteté, donc plutôt ici une maquette de communication. Dans la représentation, c'est plutôt une maquette de communication qu'une maquette de travail, mais ça montre un peu, en même temps, elle permet d'énoncer et de parler du projet de manière assez évidente. Donc, on a fait des actions très simples en fait sur ce projet, parce que aussi le budget était très limité. Et donc les actions très simples, c'est tout d'abord connecter ce grand site, connecter cette grande pelouse au reste de la ville et au canal par une grande rampe qui viendrait légère, qui viendrait accompagner le visiteur pour l'accompagner ici au-dessus. Ça, c'est le premier geste. Le deuxième geste, c'est de dire qu'on a 2 belvédères qui étaient existants, sur lesquels on a vu ces anciennes piles, ces anciennes traces du passé. Donc ces 2 belvédères, en fait, on va les nettoyer, on va les mettre en évidence, on va les mettre en place pour aussi, comme trace et comme vestige, le reste du passé. Le troisième geste, c'est qu'on a, en faisant ces 2 bords libres, en fait, on a une grande pelouse qui est tirée entre ces 2 belvédères. Et donc cette grande pelouse, elle peut accueillir des pratiques diverses pour les habitants, une fête de quartier ou au contraire pour promener son chien ou se relaxer et jouer avec ses enfants. Et enfin, le quatrième geste, c'est sur cette petite aubette, une petite aubette en béton qui était existante sur le site. On a décidé de la dénuder, de lui rendre uniquement le béton apparent et de la retourner vers le parc en la coiffant d'une petite toiture, d'une petite couronne. Donc je l'avais annoncé, donc quelques photos ici du chantier qui a été effectué. Donc on voit cette entrée et ces pilastres en pierre, pardon. Et donc cette entrée avec cette pente qui mène au parc. Avec cette entrée, donc on vient simplement s'y manifester avec un banc, un petit panneau d'affichage et quelques râteliers vélos mis au niveau du trottoir pour aussi rendre la chose la plus accessible et confortable possible. Et puis cette identité aussi qui est mise où on donne ce nom à ce site pour aussi le faire exister. Et donc cette rampe qui monte vers le parc. Et donc cette grande pelouse qui s'étend au pied du petit kiosque ici, qui met, on retrouve les vestiges qu'on a vus tout à l'heure, et donc qui permet des appropriations par le quartier et par les habitants.
Et donc enfin ce belvédère aussi qui se retourne et qui regarde vers le canal, puisque comme aussi une espèce de geste un peu plus métropolitain pour dire que ce site existe dans une continuité qui le dépasse un peu. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que ici dans ce projet, alors c'est un cas un peu rare, mais donc il y a un autre concours qui a été organisé pour cette piste cyclable dont je vous parlais, qui va relier tous ces pocket parks. Et nous avons eu la chance de remporter ce concours. Et donc, nous avons en fait aussi la chance de pouvoir retravailler sur le site qu'on a nous-mêmes travaillé en premier. Donc c'est ça, par contre, c'est la démarche qui va être intéressante et qui est en cours maintenant. C'est qu'on a le potentiel justement de retravailler un projet, de faire évoluer un projet. Donc le projet ne s'arrête pas sur la table à dessin à un moment, le projet il passe en chantier et puis il va encore évoluer dans un autre avenir, un autre futur. C'est-à-dire que cette piste cyclable, vous l'aurez compris, elle va traverser ce pocket park, continuer, et donc le pocket park deviendra la halte dans le cadre de la piste cyclable. Donc ici, voilà, on voit le petit pocket park qui est ici, va prendre aussi une autre forme, une autre résonance dans la ville, puisqu'il va être le long de cette grande promenade cyclable qui va donc faire le bord des espaces de chemin de fer. Donc je vous montre ici quelques images justement de cette piste cyclable qui pour nous en fait c'est pas juste une piste cyclable, c'est aussi une occasion de retravailler des espaces publics autour de cette piste cyclable. Donc on ne va pas concevoir juste une route asphaltée qui va de part en part, mais en fait cette route elle va être jointe de différents espaces publics qui vont aussi, comme le Pocket Park, essayer de retravailler, de redynamiser certains quartiers au sein de Bruxelles. Je fais un premier encart donc sur un atelier maintenant, un atelier que j'ai encadré à Liège, à l'Université de Liège, donc un atelier de projet de territoire, donc encadré conjointement avec Virginie Pigeon du bureau Pigeon-Rocher. Donc c'est un atelier qui parle du très grand territoire. Il s'agit ici, donc on est entre Liège, ici et Maastricht, au nord. Et donc ce qu'on a travaillé avec les étudiants, c'est toute cette connexion ici de la Meuse entre les deux pôles de ville. Et donc ce qui nous intéressait à la base avec les étudiants, c'était de travailler les continuités ou les discontinuités dans ce territoire. Donc on a demandé aux étudiants de regarder ce territoire sous cet angle. C'était l'étudiant de 3e année, donc quand même c'était finalement des questions assez ambitieuses pour des bachelors. Et donc, pour faciliter aussi le travail, donc on était répartis en une série de groupes d'enseignants, je pense ici comme à Tournai, et notre groupe d'enseignants ici travaillait sur ce qu'on appelle un transect, donc un morceau de ce territoire. Donc, on voit à nouveau ici la Meuse, on voit une île qui est dessinée par la Meuse, et on voit aussi des territoires ici qui sont le long de la vallée, avec un autre type d'habitat qui est peut-être moins dense que celui de Liège. Peu importe, je ne rentre pas dans les détails, mais ce qui m'intéresse ici de vous montrer, c'est un peu la démarche qu'on a utilisée avec les étudiants, où, en fait, de manière un peu similaire, on leur a aussi demandé d'explorer ces sites, on leur a aussi demandé d'aller sur place, on leur a aussi demandé d'arpenter les lieux et de nous rendre compte de ces lieux aussi de manière matérielle, de manière physique. Et puis d'autre part aussi en atelier, donc ensemble. Je vais lire d'un grand nul. Ok, merci. Donc de manière similaire en atelier, donc de travailler aussi ces sites et ces territoires par le dessin, par la restitution, par la carte. Et donc l'exercice était double, c'était à la fois aller sur place, à la fois travailler, donc analyser au niveau des cartes, pour arriver justement à identifier des formes de discontinuité et de continuité et de proposer des attitudes, des projets, des scénarios sur ce territoire pour répondre ou ne pas répondre à ces formes de continuité et de discontinuité. Et donc, je ne rentre pas ici dans le détail, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a travaillé aussi cette double échelle avec les étudiants. D'un moment, de travailler une partie de territoire, d'explorer une partie de territoire plutôt à la grande échelle, mais aussi à d'autres moments de s'intéresser à comment on matérialise ces choses très concrètement avec des petites passerelles, avec des alignements d'arbres ou avec des petits aménagements d'espace public. Ou encore ici d'élaborer une série de scénarios sur comment un territoire peut muter, peut bouger, peut changer dans le temps, sur des choses un peu réalistes ou un peu peut-être utopiques parfois, mais comment aussi le dessin et la représentation peut formuler des scénarios pour la transformation d'un site et d'un lieu. Ou enfin ici, comment aussi l'occupation du sol, ici en l'occurrence, ou justement la question
du common, de l'appropriation par les habitants, a été aussi travaillé avec les étudiants pour former aussi des possibles sur l'avenir de ce site. Je passe au projet suivant, donc, qui s'appelle Habitat Kangourou. Voilà. Donc, il y a un projet ici à Bruxelles, encore une fois, un projet de logement. Et donc, on voulait vous montrer ce projet parce que il incarne assez bien des préoccupations qu'on a au bureau qui sont ici un peu doubles en fait. La première, c'est la question de la ressource et la question de la reconstruction, la question de la reconversion. Donc il s'agit d'une rénovation d'une maison mitoyenne à Bruxelles. Alors peut-être c'est effectivement un projet un peu banal, mais c'est finalement aussi un projet qui occupe beaucoup de notre temps. C'est des questions de rénovation, de choses existantes. Et sans doute que vous, futurs architectes, c'est aussi des projets c'est aussi des questions qui deviennent un peu premières. C'est comment on rénove un tissu existant plutôt que de refaire des choses sur la ville. Comment on refabrique la ville sur la ville. Ça, c'est la première question de ce projet. La deuxième question, c'est la question de la typologie. Ici, comment on peut parler, comment on peut travailler des questions de typologie au sein d'un logement ici semi-collectif. Donc, on est dans le tissu bruxellois, à nouveau. Ici, on zoome un petit peu. Donc, on peut voir, c'est des choses qu'on voit aussi à Tournai. Il y a des maisons mitoyennes, il y a des plus grands bâtiments. Et à un moment, il y a des îlots qui sont formés aussi par ces maisons mitoyennes. Et puis, donc, le bâtiment, il se situe ici, sur un coin, ce qui en fait aussi sa particularité. Alors, ce bâtiment, il date du début du XXe siècle, donc c'est en réalité une promotion. Donc c'est le bâtiment de gauche, ici, c'est celui-ci. C'est en réalité une promotion, c'est-à-dire que c'est on imagine un promoteur qui a construit trois petites maisons sur trois parcelles. Et donc on voit ici les façades, qui évidemment les façades à rue, donc sur lesquelles on mettait beaucoup d'énergie et beaucoup de soins. Et puis derrière ces façades, il y a évidemment des pièces, il y a des manières d'habiter. Et notamment, il y a des questions de ce qu'on appelle typologie. Donc, je pense que c'est un terme avec lequel j'espère que vous êtes familier. Donc, c'est comment on parle à un moment comment on peut constituer des choses, des types qui peuvent se reproduire, qui peuvent être refaits ailleurs, dans des conditions similaires. Et notamment ici, la typologie de base bruxelloise, de la maison traditionnelle bruxelloise, c'est la typologie des pièces en enfilade. Donc, on le voit très bien sur la maison du milieu, où on a une pièce à rue, une pièce côté jardin. Parfois, il y a 3 pièces, une pièce à rue, une pièce au milieu, une pièce côté jardin. Parfois, il y a 2 pièces et des annexes. Donc, c'est toujours des variations un peu sur les mêmes principes, avec des dimensions qui sont aussi similaires. Sauf qu'ici, notre maison, donc, qui est celle de gauche, elle est sur le pli, elle se situe sur le pli. Donc, à un moment, cette typologie qui paraît simple à mettre en place, ces pièces en enfilade avec à un moment les espaces de circulation et les espaces techniques, avant cette typologie, elle doit s'adapter, prendre goût, prendre forme et prendre ce pli qui est là dans la ville, qui est là dans le parcellaire. Et c'est pas des choses, pour nous, c'est des choses qui sont assez intéressantes et qui peuvent justement devenir à un moment des vecteurs de projet. À un moment, c'est des contraintes. On vous parle beaucoup de ça en atelier souvent, que les contraintes, elles peuvent enrichir le projet et elles peuvent faire du projet. Et donc ces contraintes justement d'être dans le pli, elles nourrissent à un moment des spatialités. Donc ça, c'est d'autres exemples d'autres rénovations qu'on a fait à Bruxelles, toujours sur des principes des bases de typologie de maisons unifamiliales traditionnelles. Donc ici, par exemple, on a une maison de coin, sur laquelle on est venu ouvrir une terrasse justement dans le coin. Et cette terrasse, elle articule tous les espaces du séjour avec elle. Ou encore ici une autre forme... Encore une maison qui se plie. Donc ici, on a la rue principale. On voit la double enfilade, une double enfilade de pièces, ici, qui se plie sur la rue et qui génère aussi à un moment des questions de pli, des questions d'arrière, des questions aussi de terrasse qui viennent ici articuler plutôt la circulation verticale. Alors ces questions de typologie, elle peut s'adapter, elle nous intéresse sur des questions d'habitat, on va dire maison traditionnelle, maison unifamiliale, mais aussi sur des questions des immeubles plus récents ou des immeubles des années 60, qui sont souvent pas toujours traités avec grande affection, en tout cas, qui sont souvent même démolis maintenant. Or, nous, on y voit souvent des potentiels intéressants, ici pour d'autres questions, où c'est souvent des immeubles où il y a une structure en béton, un peu rationnelle qui est mise en place, et dans lequel on peut
On peut aussi re-questionner à un moment la manière dont s'organisent les pièces et la manière dont les gens vivent dans ces pièces. Donc ici, c'est un projet qu'on a exécuté donc d'une rénovation d'un immeuble des années 60 dans lequel on est venu réorganiser un peu toutes les fonctions humides, toutes les fonctions de la cuisine, la salle de bain au centre du logement, alors qu'avant, il était plutôt séparé. La cuisine était une petite pièce, plutôt même presque pour la bonne, à l'arrière du logement. Donc ici, on est venu remettre la cuisine et la salle de bain au centre du logement et d'organiser justement plutôt un logement traversant qui vient profiter de cette structure qui laisse un peu le champ libre et qui permet d'avoir un logement qui s'étend de la rue vers l'intérieur d'îlot. Et donc on le voit ici, on exprime aussi cette question, on a exprimé aussi cette question structurelle à l'intérieur du logement. Idem ici pour une autre rénovation d'un immeuble également des années 60 où on a aussi choisi de réorganiser le logement autour de la pièce humide, de la salle de bain, entre cuisine, chambre et un grand séjour qui s'étend entre les deux, entre le mur mitoyen et le mur de l'autre appartement. Et donc cette maison-là, qui est coincée dans le coin, ici en bas à gauche, donc en fait dans cette espèce de situation d'anomalie, donc il y a des choses qui sont plutôt normatives, et puis il y a des endroits, il y a des anomalies, et ça donne en fait des occasions de projet. Et donc revenons à cette maison-ci d'Habitat Kangourou, cette occasion de projet dans le coin, elle se double d'une occasion programmatique qui nous était posée par le maître d'ouvrage, qui était la question de pouvoir habiter à plusieurs dans une maison, mais de façon autonome. Donc, c'est la question de l'habitat kangourou, on appelle ça parfois, un habitat intergénérationnel. Donc, le maître d'ouvrage souhaitait pouvoir vivre avec ses parents âgés, de manière à pouvoir cohabiter, avoir une espèce de soin par rapport à eux, mais sans que ce soit une maison unifamiliale. Et donc cette question-là nous a amené aussi à développer une forme de spécificité dans l'habitat qu'on va essayer d'explorer. Et donc là on rentre dans la maison, on est au premier étage dans la coupe écorchée ici qu'on voit. Alors il faut savoir qu'il y a une autre particularité, c'est qu'il y a un logement de rez-de-chaussée qui rentre à l'intérieur d'îlot. Donc ce que vous voyez ici, c'est le premier, le deuxième, et puis troisième, quatrième. Et donc on rentre dans cet espace dont on reconnaît la qualité de l'enfilade, la salle de séjour. On fait dos à la rue et on regarde vers l'intérieur d'îlot. On devine la cuisine dans le fond et la prise de lumière qui se fait dans l'intérieur d'îlot. Cuisine, on se rapproche et on peut alors arriver dans cette espèce dans ces vues qu'on a dans les intérieurs d'îlots bruxellois. On avait la chance aussi d'avoir une maison qui avait une espèce de cachet, qui avait en tout cas pas mal d'éléments présents aussi dans ses matériaux, dont on a pu réutiliser certains, et d'avoir un maître d'ouvrage qui était sensible à une espèce d'envie d'être je vais utiliser le mot frugal sur certaines finitions, etc. Et donc d'accepter que parfois les choses pouvaient rester aussi en l'état, ou en tout cas pouvaient avoir une forme d'autonomie dans les finitions entre un plafond, une paroi, une cuisine, etc. À l'étage, la même question de l'enfilade. Ici, donc en bas, les espaces communs, la cuisine, la salle à manger. À l'étage, une première partie privative avec une pièce de nuit, une chambre vers l'arrière. Et ce qu'on voit ici, c'est un couloir de distribution généreux qui essaye d'aller chercher la lumière et qui distribue à ma droite la salle de bain et un espace de dressing. Et puis en haut, un petit duplex autonome sous la toiture avec une mezzanine qui du coup se restreint à la fois surtout en coupe. On est tout en haut, on est sous les combles et vient installer un espace en bas, plutôt les espaces de séjour, et puis simplement le lit qu'on voit dépasser au-dessus. Et donc cette question du programme, pour la rendre viable, elle a donné l'occasion en termes de projet d'architecture à quelques petits dispositifs comme ça. Il fallait équiper en fait ces deux unités, le dessus et le dessous, d'une espèce de petit équipement minimum. Et donc ça nous a donné l'occasion comme ça de réfléchir à des objets d'architecture à une échelle très, très domestique, voire presque de mobilier, comme par exemple une douche qu'on vient glisser sous l'escalier à gauche, qui s'ouvre dans la paroi de l'escalier qu'on voit
qu'on verra plus tard. Et donc voilà le plaisir aussi de dessiner quelque chose comme ça, un espace ergonomique, dimensionné, à la bonne mesure. Une paroi vitrée qui permet de séparer ce petit logement duplex à l'étage de la grande cage d'escalier qui elle est commune et qui fait circuler les différents habitants vers l'espace de vie du premier étage. Donc des petits objets comme ça, il y avait le poêle aussi ici qu'on voit, et puis voilà, penser aussi les espaces comme flexibles et parfois équipés. Par exemple dans ces espaces-ci, il y a la possibilité d'ajouter une cuisine si un jour on veut autonomiser ce duplex. Une autre attention du projet, ça a été à la fois dans une espèce de recherche de qualité des espaces en tant que tel, mais aussi dans l'autonomie des deux parties dans cet habitat intergénérationnel, ça a été de retravailler les espaces extérieurs. Et donc en fait, on a essayé de manière systématique de pouvoir offrir à chacune des pièces de l'enfilade arrière des espaces extérieurs qui soient pensés comme des extensions de la pièce. Ici un balcon, là un jardin d'hiver, plus loin une terrasse. À chaque fois de pouvoir imaginer que ces espaces sont des espaces en soi, mais qui peuvent être pensés comme une extension dans cette petite maison contrainte par le parcellaire en angle dans le pli du tissu. Et cette volonté à la fois de pouvoir donner des espaces généreux pour les appartements, pour leur donner une forme d'autonomie, pour donner des qualités intérieures, ensemble génère aussi l'occasion de repenser la façade arrière, qui est souvent, on l'a vu, il y avait un soin particulier dans les façades avant, dans les maisons bourgeoises bruxelloises, et puis les façades arrière, à un moment, c'est ce tissu un peu bric-à-brac bruxellois, des extensions, etc., qui devient en fait peut-être un terrain de jeu au moment où il s'agit de pouvoir rénover ces choses, ce type de tissu, ce type de typologie. Et donc ce croisement entre l'intérêt de vouloir amener des qualités propres aux espaces et en même temps l'anomalie de la géométrie de la parcelle amène ici un thème qui était un thème de projet, qui était cette façade, la construction de cette façade arrière et des espaces extérieurs. Et ce qui était fascinant évidemment là-dedans, c'était cette espèce de résonance entre le pli d'une rue, une géométrie, une anomalie, je l'ai dit, et puis comme ça une capacité peut-être à en faire un thème, à systématiser et à déployer ces différents espaces extérieurs pour qu'ils fassent, qu'ils reprennent une forme d'échelle un peu plus collective à l'échelle de la façade arrière en élévation. Et donc c'est ce qu'on voit un peu sur le plan à gauche, c'est ces terrasses qui se succèdent un peu comme des jardins suspendus en hélice et qui viennent en fait jouer ou récupérer les deux géométries du pli du tissu. Et puis du coup en haut on se retrouve avec plutôt une chouette vue qui regarde la vallée de la Seine à Bruxelles. Et donc nous c'est ça aussi qui nous fascine. L'intervention elle est assez mineure, c'est une façade, c'est une rénovation de maison, c'est une façade arrière, mais on a un certain plaisir, une certaine curiosité, un intérêt presque intellectuel dans l'échelle de résonance qui, elle, à notre sens, participe à la compréhension de certains phénomènes urbains. Et donc, par exemple, cette maison qui se trouve en fait ici, de comprendre que le pli qui nous permet d'une certaine manière de créer cet espace de terrasse extérieure, en fait, fait écho aussi au pli, c'est l'endroit où se plie la rue précisément, et c'est pas n'importe quelle rue, parce qu'en fait, c'est une espèce de grande rue de corniche qui vient sur la pente de la vallée de la Seine, tenir une forme d'altitude unique. Et donc voilà, ça ne change pas la face du monde, mais c'est quelque chose qui nous intéresse, cette espèce d'articulation ou de résonance entre l'échelle de l'architecture de la ville et la construction de l'architecture. Ça me permet peut-être de faire un deuxième saut sur la question de l'enseignement. Donc, on se connaît un peu, puisque moi j'enseigne ici à Tournai depuis, je crois que ça fait 10 ans. Et j'ai eu l'occasion d'enseigner dans différents ateliers avec plusieurs des enseignants qui sont d'ailleurs ici dans la salle. Et cette préoccupation sur l'échelle de résonance entre l'architecture et la ville me semble avoir été un fil rouge des projets
d'étudiants qu'on a pu accompagner dans différents ateliers. Ce qui est fascinant, ou en tout cas frappant, c'est aussi l'atelier comme peut-être l'atelier ou le projet comme outil, comme méthode, comme pratique, dans sa forme, dans les formes que ça prend, me semble avoir peu de différence entre ce qu'on fait en atelier et ce qu'on pourrait faire au bureau. Et donc des moments comme ça de recherche où on met sur la table des dessins, où on se gratte le crâne, on se demande ce qu'on va faire, etc. On cherche des liens. Ces photos sont prises en atelier avec des étudiants, à l'époque c'était des étudiants de TFE. C'est aussi des choses qu'on réalise en bureau dans nos pratiques. Donc la question du projet comme producteur de connaissances ou comme processus, elle revêt ces formes aussi similaires. Donc quelques illustrations de cette question de la résonance peut-être. Donc il y a eu plusieurs ateliers. Il y en avait un qui s'appelait Investigation territoriale, spéculation architecturale. Il y en avait un autre qui s'appelait 50-5000, en parlant des échelles. Il y a eu des TFE, etc. Et ici quelques images qui parlent un peu comme ça de... Et si le projet n'était pas forcément quelque chose de linéaire et qui pouvait simplement s'articuler entre une attention ou une échelle de raisonnement qui soit à la fois très spatiale, très construite, architecturée, et très ancrée dans un territoire très grand. Comme ce projet ici de Justine Lecomte qui est passée par ici et qui développe une recherche un peu sur en Islande, il y a des bains chauds et l'eau sort du sol et puis on les utilise, ça fait de l'énergie, on construit des centrales, etc. Comme ça, une espèce d'obsession à comprendre le plan d'une centrale géothermique, ses tuyaux, ses infrastructures, et d'en faire une opportunité, une ressource pour y greffer un petit programme de bains en plein air, où en fait, dans les fuites des eaux chaudes, dans les espèces de perte de charge de ces grands tuyaux qui transportent l'eau chaude, on pourrait installer un programme un peu parasite dans lequel on viendrait créer des bassins, des piscines et dans lesquels on viendrait se baigner. Et donc la capacité du projet à la fois à parler d'une espèce de grande infrastructure dans le territoire énergétique et à un moment de s'intéresser à savoir comment va se poser la piscine sur le sol et comment va être construit le deck et où sont les espaces de vestiaires, etc. etc. Un autre projet de Clément Ringot qui, dans un exercice qui se passait en Corse, à Galéria, dans un petit village, abordait à la fois la question du logement collectif et une capacité comme ça à penser le logement comme aussi des structures, d'habiter privé mais d'habiter partagé aussi, donc l'échelle, on habite à combien, on habite seul dans sa chambre, on habite à plusieurs dans un édifice. Donc des recherches sur la question du logement qui à un moment sont venues croiser comme ça avec une espèce d'obsession de la recherche, la question d'une structure d'un village jusqu'à retrouver comme ça quelque chose qui avait même presque été oublié par le village lui-même, c'est qu'il avait été construit autour d'une grande rivière, enfin d'un petit ruisseau plutôt, pas une grande rivière, un petit ruisseau qui se jette dans une crique et qui avait été dans le passé l'occasion d'installer le cœur du bourg villageois, etc. Et puis avait un peu été oublié, mais comment est-ce qu'à l'occasion d'un projet de logement collectif, et on voit ici les scénarios qu'il avait fait, on peut re-questionner la manière dont on pourrait organiser ce petit espace collectif qu'est la ville, le village, autour d'une structure plus grande que lui, une structure du paysage, qui était en fait cette espèce de jardin potager autour du ruisseau. Et comment ça peut s'incarner à la fois de manière très concrète dans des ouvrages, des murs, quelques pierres sèches montées les unes sur les autres, une reprise d'eau, de ruissellement, des chemins, etc. Et comment tout ça peut faire système et figure en devenant des espèces de grands paysages de rizières qui requalifient cet espace commun du village. Ou encore Romane Ringot, la sœur, qui s'était beaucoup interrogée sur la question des espaces submersibles. L'eau va monter, l'eau monte et mange des bouts de territoire. Et est-ce qu'une stratégie ne serait pas de donner de l'espace à la mer plutôt que de construire des digues à tout va, et donc d'accepter qu'à un moment il va falloir rendre de l'espace. Et donc elle avait fait ces dessins magnifiques qui cherchaient à comprendre comment des zones agricoles pouvaient devenir peut-être des marais salants, qu'est-ce qu'il fallait garder, qu'est-ce qu'il fallait laisser.
Et à cette même occasion, en même temps, donc à chaque fois ces dessins ne sont pas le résultat de, ce n'est pas avant et puis après, c'est en même temps, de pouvoir se dire, tiens, s'il y a une mutation des pratiques agricoles, est-ce que ce n'est pas aussi l'occasion peut-être d'avoir voilà, de nouveaux équipements et ici des édifices plutôt des fermes qui fonctionnaient avec de nouveaux types de pratiques d'exploitation des marais salants, des algues, d'aquaponie, etc. et qui venaient s'attacher par exemple sur des digues qui étaient dessinées en fait ici le long de tous ces bassins d'eau saumâtre. Donc voilà, cette espèce d'intérêt partagé pour le grand et le petit qu'on trouve dans des travaux d'étudiants ou qu'on trouve sur une maison dont on refait simplement les terrasses arrière, mais dont on trouve fascinant qu'elle soit justement de chercher à comprendre pourquoi elle se trouve sur le pli de la rue. Autre espace, autre projet, mais peut-être question similaire, en tout cas qui vont trouver des échos. La plaine Marie-Janson, c'est un projet qu'on développe à Bruxelles. C'est d'abord un lieu, donc c'est cette place Marie-Janson qu'on appelle plaine, j'y reviendrai, que d'aucuns ont longtemps appelé le carré de Moscou, le carré de l'Hôtel des Monnaies, etc. C'est un projet qu'on développe avec le studio Paola Vigano et le bureau technique de Hara et les ingénieurs de chez Bass. C'est un projet d'espace public, mais qui nous permet de réfléchir sur la ville comme ressource. On se trouve ici, à Saint-Gilles, à Bruxelles. La maison qu'on vous montrait avant est un peu plus haut ici. Donc on est là, dans cette espèce de trapèze parallélépipède. Un tissu assez dense, Saint-Gilles, les faubourgs de Bruxelles. On devine ici le bas du Pentagone, donc l'ancienne muraille, la porte de Halle. Une commune sur la pente aussi. Et puis dans le passé, un édifice qui a la taille d'un îlot, l'Hôtel des Monnaies, qu'on voit ici, avec une façade classique, bien dessinée, et puis des annexes, des édifices, un mur, et donc on retrouve le trapèze, le parallélépipède que je vous montrais avant. C'est une usine. En fait, en réalité, on y frappe la monnaie. Donc, c'est là qu'on a frappé la monnaie belge pendant longtemps. Jusqu'au jour où on a décidé, comme beaucoup d'autres choses à Bruxelles, que c'était désuet, qu'on allait frapper la monnaie ailleurs. Et on l'a démolie dans les années 70. On l'a démolie assez vite, avec assez peu de considération sans doute pour les qualités de l'édifice. Voilà, on peut en faire la critique, etc. On peut chercher à comprendre pourquoi. Nous, en tout cas, on hérite de cette situation qui en fait est cette situation d'un grand vide, d'un vide urbain, avec cette photo assez incroyable, comme ça, du champ de ruines. La moitié des gravats sont enterrés sous la place, tout est là, sous terre. Et dans les années 80, très très vite, comme ça, on a recouvert le sol d'un espace public carrossable, en pavé, prédessiné, surdessiné, qui a la forme d'un grand diamant, comme ça, avec des couronnes d'arbres, et puis tout autour, on y a mis des parkings, parce que c'était quand même le Dream Machine, on le voit là, il fallait avoir sa Nissan et pouvoir se garer. Donc c'est plus tellement d'époque, mais il y a 110 places de parking qui bordent cette place. Et donc ça ressemble à ça. Enfin, ça ressemblait à ça il y a encore quelques temps, et moyennant toutes les critiques qu'on peut avoir sur ce lieu, il y a quand même une espèce de poésie de l'endroit. C'est-à-dire qu'en fait, dans les années 80, on refait vite le sol, on plante des arbres. Entre-temps, ils ont poussé, ils ont 40 ans. L'herbe a poussé entre les pavés. Il y a quand même une espèce d'atmosphère qualitative. Simplement, ce cœur urbain est, donc, comme je vous le disais, mis à distance des façades de la ville, mis à distance des usagers, par des rues, des parkings, une espèce vraiment de croûte comme ça qui rend difficile, enfin qui sépare très fort le cœur de la place de ces façades, et puis un côté peut-être un peu délabré quand même, des choses qui ont vieilli, etc. Mais une atmosphère, ça c'est assez indéniable. Donc un grand sol et une grande couverture végétale. Et une situation sur laquelle on voudrait quand même s'arrêter, donc c'est cette histoire d'un grand vide. Donc il y avait une usine, on l'a détruit et ça fait un trou dans la ville.
Et ce trou dans la ville est peut-être l'occasion d'une continuité par morceaux, de fragments, d'autres espaces urbains, d'autres espaces ouverts, d'autres espaces publics, d'autres espaces verts, qui s'installent tous dans la pente de Saint-Gilles. Et c'est ce que représentent les petits dessins ici à droite. Ils auraient mérité d'être plus grands. Mais donc ces espaces, depuis le parc de Forêt jusqu'à la place Van Menen, la place Morichard, le parc Paulus, la place Marie-Janson et la porte de Halle et le parvis, sont différents jalons comme ça qui descendent du haut de Saint-Gilles vers la porte de Halle et qui tous ensemble, dans ce tissu très dense, on a vu la photo aérienne, permettent peut-être d'installer ce que la commune de Saint-Gilles a appelé la balade saint-gilloise, mais en tout cas un système d'espace ouvert qui permettrait de relier comme ça le haut et le bas. Dans cet espace-là, la plaine Marie-Janson, elle a un rôle assez pivot parce qu'elle rencontre la morphologie ici du parvis de Saint-Gilles, qui est un espace intense de bars, de commerce, etc., qui est le cœur historique du village-bourg, du faubourg de Saint-Gilles. Donc on est à la rencontre en fait de cette continuité verte. Alors on avait aussi essayé de recomprendre d'où elle venait. Elle vient aussi on retrouve les anciens ruisseaux. Là il y a l'Elsbeek qui court sous la ville. Mais la ville a tellement déposé de couches de matière que l'Elsbeek aujourd'hui il est 7 mètres sous terre, donc on ne le voit plus. Donc on est à la rencontre de cette continuité verte et puis du croisement avec cet espace d'intensité du parvis qui est même dans sa forme très dynamique. Pour nous, du coup, ce projet de transformation d'espace public, ça a aussi été l'occasion de prendre en charge quelques enjeux, quelques défis qui nous semblaient importants dans ce que c'est que de faire des espaces publics, qu'est-ce que c'est de faire de l'espace public aujourd'hui, en 2023, enfin c'était en 2018 à l'époque, mais dans des conditions qui ont changé, des conditions climatiques qui ne sont plus les mêmes. Quel est le rôle de ces espaces publics, qu'est-ce qu'ils doivent supporter pour la collectivité, pour la ville. Et pour nous, il y a plusieurs choses qu'ils peuvent ou qu'ils doivent faire, c'est répondre à des crises auxquelles on est confronté par des questions parfois très techniques, très simples. Et donc c'est déminéraliser les sols, infiltrer l'eau sur place, recycler des matériaux, répondre à des questions d'îlots de chaleur dans les villes, s'adresser aussi à des questions de genre et de société, donc désenclaver, dégenrer certains usages, certaines pratiques. Donc on a essayé d'utiliser ce projet-là comme aussi un espace pour rendre manifeste comme ça certaines ambitions qu'on aurait et qu'on essaie de rendre transversales à travers d'autres projets. La première question peut-être qui est primordiale sur cet espace-là, c'est la question du recyclage et du réemploi. Donc la place est faite de pavés en granit et en porphyre qui sont là, qui ont le mérite d'être là, tout simplement, ils sont déjà là. Et donc on a eu comme ça donc l'ambition, mais aussi une fascination pour comprendre de quoi était constituée la place. La question du réemploi et de la rénovation, du réemploi des matériaux, elle est quand même déjà, elle percole assez bien dans la question de l'architecture. On connaît Rotor, on connaît BC Materials à Bruxelles. Dans l'espace public, c'est pas encore aussi structuré, il n'y a pas encore des filières aussi établies, etc. Donc on a essayé de s'adresser à ça. Et donc ce travail un peu méthodique de compter les pavés. Tiens, il y a autant de mètres carrés de granit rouge suédois, il y en a autant d'un autre type, autant d'asphalte, etc. Et puis de pouvoir remplir l'espace du projet comme si on remplissait un gobelet et de voir en fait combien est-ce qu'on pourrait réemployer de ces choses-là. De croiser cette ambition avec une ambition plus projectuelle, c'est de dire qu'il y a l'espace d'intensité qui est plutôt lié au parvis, qui a encore besoin d'être carrossable, d'être utilisable, d'accueillir des voitures, des camions, de la logistique, donc il devrait être un peu plus ville, un peu plus gris. Et puis il y a le dessus qui remonte dans la pente, où on retrouve plus de sport, on va vers le parc Paulus, qui pourrait lui être un peu plus vert. Et donc en fait tout ceci de manière croisée nous permet de penser un plan de sol, le plan de sol qui répond à cette espèce de gradient de la ville plus intense, ou peut-être des activités plus intenses en tout cas, et un sol plus déminéralisé. Et qui vient s'installer par des grands dessins aussi, qui témoignent simplement, de manière assez littérale, mais assez simple, de cette question de la pente, en établissant des courbes de niveau ou des terrasses qui marquent simplement les différents degrés.
Un autre élément important, c'est cette place. En fait, c'est un grand parc. Donc on l'appelle la plaine parce que pour nous, il y a, si je reviens simplement en arrière, cette condition un peu sur la pente. C'est un grand aplat. La question du sol, c'est un grand aplat. Et ça nous semblait important de pouvoir utiliser le mot plaine. Donc c'est le mot parc ou le square, etc. Ils vont peut-être parler plus d'une espèce de fonction sociale. Le mot plaine, c'était plutôt genre la condition de sol, ce serait d'être un grand sol plat, libéré et disponible à des usages ou simplement à des performances ou des capacités, donc infiltrer l'eau, etc. On va y revenir aussi. Le deuxième grand challenge, enjeu, ambition, c'est les arbres. La plaine est une grande canopée végétale. Il y a une soixantaine, septantaine d'arbres existants. Il y a des zones où il reste un peu des végétations qui poussent tant bien que mal, et puis il y a des endroits où ça va un peu pousser entre les pavés, etc. Ces arbres, on a pris aussi du temps à essayer de les comprendre, de les connaître. Certains étaient malades, d'autres étaient vieux, certains étaient vigoureux et forts. Et donc on a essayé de réfléchir avec leur structure. Alors ils avaient été plantés dans les années 80, hein. On retrouve cette forme de diamant qui entourait l'espace qui avait été fait dans les années 80 après la démolition. En rouge, c'est ceux qui sont malades, par exemple. Et puis on a essayé de développer, donc de comprendre leur organisation. Ils sont organisés sur une espèce de grille. Et puis ici, l'idée, ça a été de peut-être intensifier cette condition de couverture végétale en augmentant leur nombre et d'imaginer le temps long. Donc d'abord on soigne, on enlève ceux qui sont malades, ensuite on intensifie, et puis dans le temps long on a eu souvent cette image du parc pour un siècle, de se dire que si on plante et si on rénove un espace comme celui-là, il faut pouvoir le faire pour un siècle. C'est peut-être aussi des durées dans lesquelles si on parle avec des arbres, on peut imaginer plus facilement qu'ils vivent un siècle. Avec les architectures aussi, on espère qu'elles vivent plusieurs siècles. Mais aujourd'hui, ce n'est pas vraiment toujours le cas. Et donc l'idée à un moment que cette maille, cette grille, elle est aussi dynamique ou itérative, et que peut-être on plante tout et qu'un jour on laisse pousser un arbre plus grand et qu'il faudra couper les voisins pour qu'ils prennent plus de place, ou qu'il y a des espèces de particularisme ou de spécificité dans cette grille simple. Et tout ça ensemble participe à cette image qu'on aimait beaucoup de la Peterplatz à Bâle, qui est l'idée que cette grande plaine Marie-Janson, elle est aussi un espèce de construit, c'est un paysage, mais c'est aussi un construit sociétal, c'est-à-dire qu'on se donne aussi un espace où peuvent prendre ensuite place des pratiques, où il y a du plaisir, où il y a de la société en fait. C'est un endroit où on se rencontre et où on va se retrouver autour d'une fontaine, il y a des murs, etc. On est tous sous les grands arbres, mais ce n'est pas une forêt, on est dans la ville. Et donc ça nous a beaucoup aussi mobilisés pendant le projet. La question de l'eau aussi, donc on connaît maintenant l'actualité avec des épisodes climatiques plus forts, plus violents, plus dangereux, qui se marquent de différentes manières en fonction des lieux et des climats. À Bruxelles, il y a souvent cet effet que l'eau dévale très vite la pente et va inonder les fonds de vallée. Notamment parce que l'égout marche très bien en fait, donc tout descend quoi. Et donc une des manières de faire pour diminuer les risques d'inondation, on voit ici les zones inondables, on retrouve le tracé de l'Elsbeek, nous on est ici, c'est en fait d'infiltrer en amont. Donc toute surface perméable qui est disponible, c'est de simplement utiliser l'espace du sol pour mettre l'eau dedans. Et ça a aussi été quelque chose qui nous a permis de dessiner le projet. Simplement, c'est de se dire que ce grand espace ouvert, il avait une capacité, en termes de performance, en termes de volume, à tenir l'eau qu'il reçoit, mais aussi l'eau qui l'entoure. Et donc on a essayé de réfléchir sur la manière dont l'eau des rues avoisinantes pouvait percoler, être prise et simplement infiltrer dans des noues paysagères, des wadis, qui eux-mêmes ne sont pas que des dispositifs techniques, mais dessinent alors, participent au dessin de ce grand sol, des terrasses, etc., et marquent la pente. C'est quelque chose qui se voit, le chemin de l'eau se comprend sur le site, et donc ces wadis sont l'occasion à un moment de paysages plantés, mais aussi de lieux d'assises. Ils accompagnent des chemins qui permettent de rentrer sur la plaine, ils dégagent des zones plus planes où on peut installer des jeux ou des terrains de pétanque, etc., etc.
Tout ceci n'est pas aussi qu'un exercice climatique et d'espace public juste pour le vivant et pour les matériaux recyclés. C'est aussi quelque chose qui en fait doit servir et soutenir des usages et des pratiques qui sont vives et qui sont nombreuses sur ce site. Et donc ici en fait on fait état de quelque chose qui a été très important sur la place, sur la plaine Marie-Janson. C'était une occupation temporaire qui avait été faite par l'association To Stand. Et donc en fait il y a eu un travail d'occupation du terrain, d'exploration, de laboratoire. Ils se sont mis là pendant presque 3 ans. Ils ont créé du lien social, ils ont soutenu des initiatives de compost, de quartier, de marchés nocturnes, de radios autogérées, etc. Ils ont vraiment cohabité comme ça avec des lieux, des gens et des pratiques qui ont pris place sur le site et qui se sont résumés à un moment dans cet ouvrage-là qui s'appelait Key Elements, les éléments clés, et qui nous avait été transmis aussi pour faire le projet, pour faire le concours, déjà au stade du concours. Tout ça pour dire qu'il s'est passé beaucoup de choses sur cette place, et même si elle a une forme de rupture maintenant avec la période du chantier, etc., on a l'ambition aussi qu'elle puisse continuer à être ce grand support, cette grande plaine, ce grand sol capable pour différentes pratiques. Et donc c'est quelque chose qu'on a essayé de rationaliser, de comprendre aussi dès le début, c'est comment cette grande plaine peut rester flexible, ouverte, plutôt une structure ouverte par rapport à ces différents usages. Et donc on s'était mis aussi dans des situations, des configurations différentes. Et si ces terrasses servaient à installer une zone d'intensité à l'ombre sous les arbres où on pourrait retrouver pas mal d'activités ludiques, de sport, de jeux. Et si la plaine pouvait, dans sa partie plus carrossable, plus grise, plus pavée, accueillir le marché hebdomadaire, ou la fête de la musique, ou un jour ordinaire, simplement laisser passer des flux de passants le long des surfaces lisses, des surfaces marchables, on va dire. Et si le marché s'organisait tout en bas, dans la continuité du parvis, ou s'il s'organisait en terrasse, dans le parc, dans la plaine. Et si, en fait, c'était une question de séjourner à l'ombre. Et donc, on retrouve ces grands arbres et les différentes assises qu'on installe dans le parc sous les lieux des grands arbres, etc., etc. Et si les choses prenaient une forme d'intensité sous le kiosque à musique. Donc voilà, toutes ces choses-là, ces pratiques nous ont permis, et ces ambitions par rapport à ce que peut faire un espace public de cette taille-là en ville dense aujourd'hui, nous ont amené à développer en tout cas ce projet que je vous montre ici et qu'on a aussi essayé d'incarner dans une matérialité qui est riche, qui est complexe et qui donne à voir ces atmosphères qu'on avait représentées ici sur ces petits blocs diagrammes, la zone sport, la rencontre entre l'espace de la rue de Moscou et les entrées du parc. Et tout ça, c'était un peu incarné dans ce dessin clé, ce dessin un peu synthétique, cette axonométrie qui a souvent et qui nous accompagne encore beaucoup dans le projet aujourd'hui, qui est en chantier, qui représente un peu cette histoire d'un grand sol, une grande couverture d'arbres et une série de pratiques qui peuvent prendre place. Peut-être un dernier mot là-dessus, c'est sur ces pratiques qui peuvent prendre place. On a eu un certain plaisir aussi à amener du construit, et vous le voyez dans ces 3 éléments verts qui sont les 3 kiosques. 3 kiosques qui sont des petits ouvrages de structure construits. 2 d'entre eux s'adossent au dernier reliquat qui reste de l'Hôtel des Monnaies. Donc quand on a détruit l'Hôtel des Monnaies, pour des raisons que j'ignore, ils ont gardé juste ce petit bout-ci et ce petit bout-là. Donc en fait c'était l'entrée des postes. On entrait et on sortait le courrier ici, et ça c'était un reste de l'écurie. Aujourd'hui ça sert de petit local de quartier pour la commune. Il y a eu tout un temps l'école des devoirs ici, et ça c'est une cabine à haute tension. Et donc voilà, ces 2 endroits ont été l'occasion d'adosser des petites structures qui sont aussi des lieux, une forme de soin ou de générosité par rapport à ces usages. C'est-à-dire ce n'est pas que des usages qui prennent place comme ça au grand air, on peut aussi offrir des abris, des refuges sous lesquels on pourrait s'abriter, prendre le soleil et regarder les autres qui font du sport, sous lesquels on pourrait ranger et garer son vélo ou trouver des toilettes publiques,
ou sous lequel on pourrait trouver ce qu'on trouvera, c'est-à-dire peut-être un jour une kermesse, un autre jour une réunion de l'amicale de la pétanque du parc Paulus ou des scouts du dimanche, etc., etc. C'est aussi un espèce d'hommage ou de clin d'œil à la réinterprétation des kiosques, qui est quand même aussi un objet, un édicule qu'on retrouve à Bruxelles et ailleurs d'ailleurs, mais le kiosque vraiment comme archétype, comme petit équipement du parc. Ça s'est incarné, tout ce travail-là, d'abord aussi dans des représentations, des images qu'on a faites pour essayer de donner à voir les futures transformations du lieu. Donc ces différents kiosques qui peuvent accueillir, donc le kiosque ici en bas qui peut accueillir tout type d'activité, la grande rue de Moscou qui descend et qui laisse apparaître les différentes terrasses comme autant de lignes topographiques de la plaine et qui fait le lien le long de la balade Saint-Gilloise, depuis le haut de Saint-Gilles vers la porte de Halle. Et puis le cœur de la plaine, déminéralisé, donc un espace qui quand même offre aussi le luxe et la qualité d'être un espace de parc où on peut s'asseoir, où on peut jouer à la pétanque, où on peut retrouver aussi le confort d'un espace ouvert et vert en pleine ville. Et puis peut-être juste quelques images qui parlent d'elles-mêmes, où je peux peut-être être un peu plus silencieux, mais sur un processus aussi qui est assez fascinant et qui est assez stimulant, c'est celui de la transformation du lieu en fait. Avec cet espace qu'on a pris le temps de connaître, de fréquenter, et puis le jour où arrive, on le dessine, et puis le jour où arrivent les machines, parce qu'on finit par avoir un entrepreneur. Et puis du coup aussi des questions qu'on énonçait théoriquement qui s'incarnent dans des choses très concrètes. On casse l'asphalte et on ira la mettre dans des centres de décharge. Donc voilà, cette question de la déminéralisation, des stratégies qu'on met en place, ça devient des choses très, très réelles. Les pavés qu'on avait patiemment, enfin qu'ils ont, les ouvriers, l'entreprise, qu'ils ont patiemment déchaussés, triés, sciés et puis replacés sur place. Et puis voilà, des moments où les choses commencent à prendre forme, on est assez content, on voit que ces histoires de lignes apparaissent, on voit apparaître des nouvelles perspectives qu'on ne voyait pas avant. Et puis les arbres servent de porte-manteau, de porte-balai, ça c'est rigolo aussi. L'installation des noues, qui vont pouvoir reprendre l'eau de ruissellement des rues avoisinantes. Et puis des moments un peu sensationnels comme ça, où en une nuit et un matin, entre 5h du mat et 8h, en pièces détachées, le kiosque arrive et vient s'adosser à l'ancien kiosque. Et puis pendant tout un temps, il faut encore lui mettre des jambes de bois ou des supports pour que ça tienne, mais ça fait aussi des moments assez particuliers que sont les moments de chantier. Ou des arbres qui arrivent prendre le soleil avant d'être mis en terre. Et comme une invitation à pouvoir bientôt, on l'espère, vous balader dans la plaine Marie-Janson. Voilà, merci pour votre attention.